Politique à la carte. Ce soir, nous nous retrouvons comme d'habitude, comme chaque week-end, pour parler de la politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, le pays, l'actualité de la RDC, cette actualité autour des élections avec la confirmation par la Cour constitutionnelle de l'élection de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat à la tête de la RDC, mais aussi toute la République est dans l'attente de la publication des résultats au niveau des législatives. Alors, ces publications qui devraient intervenir dans un premier temps vers en début de mois de janvier, reporté pour la deuxième fois. Nous allons un peu jeter un coup d'œil, voir, analyser, nous questionner par rapport à tout cela. Mais aussi en deuxième partie de l'émission, nous allons faire cet exercice de nous projeter dans l'avenir, dans ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi, parce que c'est désormais officiel, il est le président de la RDC. La prestation de serment est prévue déjà pour le 20 janvier prochain. Qu'est-ce qui devrait être fait au cours de ce deuxième quinquennat pour l'émergence? Parce que le souci, c'est de voir le Congolais lambda jouir de ses richesses, jouir des potentialités de la République démocratique du Congo, transformer ces potentialités en richesses palpables dans l'assiette, dans la poche de chaque Congolais. Alors, nous allons essayer un peu d'en parler avec l'œil politique, comme vous le savez. C'est dans ce cadre que je reçois les politiques autour de cette table. À ma gauche, je reçois Jérémy Iyave. Il est président de Nouvel Élan dans la province du Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Monsieur Narcisse. Et meilleurs vœux pour 2024. Merci pareillement d'ailleurs, absolument oui. Merci de nous recevoir dans cette émission Politique à la carte de 2024. Je salue également les téléspectateurs qui sont connectés actuellement sur Malaika Télévision. Je vous remercie de l'invitation et aussi je profite de l'occasion pour féliciter Excellence Adolphe Muzito pour sa quatrième posture sur près de 26 candidats. Merci à ce peuple qui a fait confiance à Nouvel Élan. C'est vrai, nous voudrions plus la première place qu'il ne le voudrait pas en politique, mais nous respectons aussi la volonté du souverain primaire. En face de vous, la majorité au pouvoir, il semble que c'est cette majorité qui va encore continuer. Bon, on va attendre les résultats des législatives. Bonsoir à vous, Jean Kalomé. Vous êtes au cadre de l'UNC de Vital Kamere et meilleurs vœux pour 2024. Merci M. Narcisse, bonsoir à vous, bonsoir à M. Yav et bonsoir. Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs qui sont scotchés à Malaika à ce moment. Nous voudrions aussi donner un éclaircissement en leur disant que félicitations, vous avez été à la hauteur pour Félix Tshisekedi. Voilà, donc les décors est déjà planté. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous savez, il y a eu des contestations, il y a eu des recours au niveau de la Cour constitutionnelle et au finish, cette Cour a tranché pour Félix Tshisekedi. Mais cela n'empêche que l'on analyse, qu'on voit un peu tout cela. Moi, je veux qu'on revienne un tout petit peu sur ce qui a été l'élection présidentielle jusqu'à ce dénouement avec la confirmation de la Cour constitutionnelle. Je commence avec vous, Jérémy Yav. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire que, bon, voilà, la démocratie en RDC a triomphé, elle a été installée, quoi qu'il en soit, comme on se veut bien République démocratique, nous sommes vraiment dans la démocratie? Je dirais oui et non. Alors, je dirais grandement non, petitement oui. Pourquoi je dis petitement oui? Parce que c'est depuis 60 que nous sommes indépendants, premièrement, et nous sommes devenus le Zaïre, vous voyez, de 64 à 1997, et nous sommes redevenus République démocratique du Congo de 97 à 2000 maintenant. Ce qui signifie que, par rapport à la temporalité, dire que nous sommes une république démocratique, parce qu'il y a des valeurs républicaines qui concourent beaucoup plus à la liberté ou au partage équitable de ressources de tous, et la démocratie qui concourt à la liberté de chacun. Donc la République démocratique, c'est comme qui dirait nous sommes en train de prôner les deux valeurs
c'est que la liberté de tous, c'est la liberté de chacun. Et je ne pense pas que nous puissions directement être à notre satisfaction, parce que par rapport aux principes démocratiques, par rapport aux principes républicains, nous sommes en train d'y aller petit à petit. Liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de pensée, liberté de manifestation. Dans certaines postures, il y a des interprétations qui sont liées à l'obédience opposition, il y a des lectures qui sont liées à l'obédience de la majorité. C'est que de ce point de vue scientifiquement parlant, nous sommes encore dans le petitement oui. Grandement non, je dis pourquoi, parce que naturellement, vous savez, nous sommes à notre 4e cycle électoral, parce que naturellement, la démocratie a trait à l'organisation des élections, la démocratie a trait à l'obtention du pouvoir par les truchements de la volonté du souverain primaire, mais c'est pour la 4e fois, à l'exception du voté vert, à l'époque de Mobutu, que nous venons d'organiser les élections. Il est difficile, comparativement à la France, aux États-Unis, que nous puissions dire que nous sommes, par rapport aux élections, un État qui arrive à respecter l'expression du souverain primaire qui est le peuple, parce que naturellement, excusez-moi de le dire, nous sommes africainement, congolaisement parlant, dans une posture d'amélioration. Si vous comparez les élections de 2006, qui furent à 2 tours, beaucoup plus un peu démocratiques, mais par rapport aux élections présidentielles, en 2011, on est revenu aux élections à 1 tour présidentiellement parlant, ce qui signifie naturellement que la liberté d'expression par rapport au choix idéologique du souverain primaire est un tout petit peu réduite. En 2018, il y a eu des propositions selon lesquelles il faudrait que la loi électorale puisse, déjà avec le G13 de 18 à 23, essayer de faire en sorte que les valeurs démocratiques puissent être renchéries, tel qu'un débat contradictoire entre candidats président de la République, mais déjà difficile, vous l'avez suivi avec le CESAC déjà, en ce sens qu'il y avait 26 candidats, à moins que si nous étions à 2 tours, pour faciliter un peu, qu'on sache ceux-là qui sont supposément de la gauche démocratique, ou comme ça se passe aux États-Unis, les démocrates, et de l'autre côté on a les démocrates et les républicains. C'est que de ce point de vue, vu que ces valeurs démocratiques qui peuvent encenser le processus électoral en toute limpidité n'ont pas été, excusez-moi de le dire, acceptées, votées au niveau de la Chambre du Parlement, de la haute et la procédure naturelle jusqu'à la Cour constitutionnelle, promulguée par le président de la République, il est difficile factuellement parlant que nous puissions penser que nous sommes en démocratie aussi. On a vu la Cour, en fait, le CESAC organisé avec tout ça avec les candidats, mais il y a ces candidats qui ont refusé carrément d'y aller. Et c'est toujours au nom de la démocratie. Quand on refuse, c'est toujours au nom de la démocratie. Voilà. Mais le débat contradictoire dans des élections présidentielles à 2 tours, je parle du 2e tour, facilite au peuple souverain primaire de se fixer sur les profils des candidats. Puisqu'on est à un tour, on pouvait le faire avec 26 candidats, c'est difficile. C'est difficile, mais si vous regardez en France, par exemple, au niveau des primaires, on aligne des candidats, 20 qu'ils soient, 26 qu'ils soient au niveau des primaires, et tout le monde essaye, il y a un problème de temps qui se pose, mais ce sont les questions de la République, elles sont exigeantes, tout le monde essaie au niveau des primaires françaises de dire ce qu'il pense. Ça peut prendre 15 minutes, ils sont 20, mais ils s'expriment, et le peuple a quand même une certaine idée sur le profil de chaque candidat. Donc, ça n'a pas été le cas. Ça devrait être inscrit noir sur blanc, évidemment, qu'au niveau de chaque parti ou regroupement politique, il y ait d'abord des primaires, voilà, avant que l'on puisse présenter de candidats. On comprendrait qu'on a eu à promouvoir la méritocratie et aussi encenser les valeurs démocratiques. Voilà. Je pose la même question à vous, Jean Kalomé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu autour des élections, des conciliations, des recours, de ceci, est-ce qu'on peut se dire réellement qu'on est en République démocratique du coup? Merci beaucoup, M. Narcisse. D'emblée, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a été cette étape pour nous plonger même dans la démocratie. Vous avez vu, nous avions 26 candidats au niveau présidentiel pour les élections du 20 décembre 2023. Dans les 26 candidats, il y a ceux qui sont partis rejoindre Moïse Katumbi, il y a ceux qui sont partis rejoindre Félix Tshisekedi, et aujourd'hui, nous avons maintenant donc la conviction que c'est Félix Tshisekedi qui a été élu massivement avec plus de 73,34% et confirmé avant-hier par la Cour constitutionnelle. Et je vis hier, on lui a remis sa notification de la part de la Cour constitutionnelle. Ça prouve vraiment qu'il y a eu la démocratie. La démocratie s'est manifestée comment? Nous avons vu les candidats, tous les 26 candidats
qui ont circulé sur toute l'étendue de la RDC librement. Chose qui n'a pas été faite en 2018, où nous avions vu, je peux donner l'exemple de notre frère en face, ici notre co-débatteur, il avait vu en 2018 son candidat qui a été périphlé sur toute l'étendue de la RDC, mais cette fois-ci, vous avez vu que tous les candidats ont circulé. Le candidat, c'est Adolphe Muzito. Oui, je sais, c'est vous qui venez de les citer, parce que j'estime que vous avez toujours intention de les citer pour qu'il ait quand même du poids politique et que nos téléspectateurs sentent que c'est Adolphe Muzito. Restez élégant. Donc, vous allez comprendre que tous les candidats, cette fois-ci, ont circulé calmement et ont bâti campagne dans de bonnes conditions. Cela n'a pas apporté attente à aucun candidat, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition. Même s'il était indépendant, vous avez vu que non, tous les candidats ont circulé sur toute l'étendue de la RDC. Ça, c'était sur le fait démocratique. Mais si vous allez même sur le fait économique, ça n'a pas impacté vraiment l'économie comme nous avions été toujours habitués. À un moment où on voit l'Internet coupé, par exemple, quand il y a élection, quand il y a vote, c'est tout Internet qui est coupé, c'est tout réseau sociologique qui est coupé. Et ça percutait aussi l'économie. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui vivent grâce à l'Internet, il y a des entreprises qui fonctionnent grâce à l'Internet, mais cette fois-ci, toutes les activités se sont déroulées normalement et il n'y avait aucune chose. Là, il faut compter que quand même, il y a eu quelque chose d'une avancée significative dans le domaine démocratique. Si nous entrons même dans le bain de dire que les candidats qui sont là, au jour d'aujourd'hui, on nous parle de proclamation provisoire et partielle par la Commission électorale nationale indépendante des résultats. Ces proclamations partielles-là, bon, c'est quelque chose que nous, aujourd'hui, nous parvenons maintenant à comprendre et qu'il faut capitaliser au-dedans de la dans le chef de corps de la population congolaise. Donc c'est une innovation que vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui ne s'est passé pas, mais aujourd'hui, déjà, ça diminue les tensions de violence au sein de la population. Quand on connaît déjà que non, tel endroit, c'est telle personne qui a eu beaucoup de voix, tel endroit, c'est telle personne qui a eu beaucoup de voix. Ce n'est pas de la manipulation au préalable de l'opinion pour faire... Pas une manipulation, mais dans un sens de diminuer les tensions au sein de la population. Et surtout dans les chefs de corps des acteurs politiques. Quand un acteur politique qui a postulé, par exemple, à la diaspora, qui connaît déjà que non, dans les centres de diaspora, moi j'ai eu autant de voix, ça diminue déjà des tensions de violence. Vous comprenez? Et si on publie encore les résultats, par exemple, d'une circonscription à une autre, ça diminue des tensions. Donc c'est quelque chose que les Congolais n'avaient pas été habitués. Mais au jour d'aujourd'hui, on comprend qu'il y a quand même une innovation au sein de la Commission électorale indépendante, la CENI, qui gère les institutions, qui gère les Congolais en matière électorale. Vous comprenez qu'il y a des avancées significatives. Nous entrons dans le bain de l'innovation que M. Kadima nous a apporté au jour d'aujourd'hui, où on voit 82 candidats être invalidés, par exemple. On voit des circonscriptions être annulées. Nous avons Yakoma et Massimanimba. Vous comprenez? Dans les 82 candidats, vous allez comprendre qu'il y a même le ministre qui sont en fonction. Je vis hier, les ministres n'ont pas participé au conseil des ministres. Pourquoi? Parce qu'ils doivent d'abord répondre de leurs crimes au niveau de la justice. Il y a les gouverneurs qui sont même interdits de fonctionner. J'ai vu un communiqué de Peter Kazadi, donc du ministre de VPM de l'Intérieur, qui interdit à ces ministres et à ces gouverneurs d'exercer, mais qui donne l'opportunité à leurs adjoints. Ça, il faut noter que... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que tout ce que la CENI a fait là, c'était juste une manière d'étouffer la contestation qu'il y a eu au niveau de la présidentielle et il fallait satisfaire, aller un peu dans les sens de punir certains pour essayer un peu de touffer ce qui a été fait au niveau de... Monsieur Narcisse, il faut comprendre que nous sommes dans un processus démocratique. Vous comprenez? Le président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi, qui a été élu massivement par la population congolaise, a été à un moment dérangé et surtout exécuté par le nouveau gouvernement qu'on avait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la majorité présidentielle au début. Voilà pourquoi il y avait accord entre FCC Cash. Mais si à un moment il a compris que non, il fallait m'écarter et les députés, nos parlementaires ont compris que non, il fallait accompagner Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ils se sont décidés, ils se sont écartés, ils ont demandé au président de la République de faire la division entre le FCC Cash. Mais quand vous dites que non, c'était un moment d'étouffer, donc d'étouffer les opposants, tout ce qu'il y a eu comme les gens qui disent que contestation. Non, nous disons non. Pourquoi? Parce que le président de la République a
besoin de travailler avec les élites qui reflètent la volonté de la population. Vous comprenez? Ça, c'est de un. La commission électorale, la CENI, elle est là, elle est appelée pour refléter, pour nous donner les résultats, donc les vrais résultats de la population congolaise. Voilà pourquoi on est en train d'écarter tout ce qu'il y a eu comme fraude, tout ce qu'il y a eu comme bavure lors du processus électoral pour rendre le vrai verdict de la population. C'est tout ce que la CENI est en train de faire. Avant qu'on revienne à Nouvel Élan, cette dernière question par rapport à cet aspect-là. C'est vrai, il y a eu des félicitations de toutes les chancelleries du monde, mais si on prend par exemple les États-Unis, ils sont clairs, ils demandent à ce qu'il y ait des enquêtes par rapport aux allégations de fraude. Là, on parle de l'élection présidentielle. Monsieur Narcisse, vous êtes sans ignorer que vous êtes Congolais et nous vivons au Congo. Nos téléspectateurs qui sont là-bas, ce sont des Congolais comme nous qui sommes ici. Vous allez comprendre que nous sommes un pays souverain. Là, il faut les noter, il faut les capitaliser. Même si c'était qui qu'il soit là en RDC, il va dire que nous sommes un pays souverain. Les élections ont été organisées par les Congolais et non par les Américains. Et les élections ont été organisées pour les Congolais et non pour les Américains. Pour preuve, vous allez voir que les Congolais qui sont aux États-Unis qui ont voté, donc les gens qui ont voté là, ce ne sont que des Congolais et ils ont voté qui? Leurs représentants au niveau présidentiel. Mais à un moment, il faut comprendre la démocratie, comment il y avait des commissions d'observation, il y avait des différentes missions d'observation. Chaque parti politique, j'espère, a envoyé des témoins dans chaque bureau de vote. Pour preuve, si vous entrez même au jour d'aujourd'hui, en ce moment-là, dans le site officiel de la CENI, vous allez voir la Commission électorale nationale indépendante nous a publié les résultats bureau par bureau au niveau provincial. Ça prouve que c'est une façon de prouver la démocratie. Nous sommes un pays souverain. Les élections ont été organisées par les Congolais et pour les Congolais. Très bien, on va évoluer. J'aimerais qu'on aborde d'autres aspects de l'élection, ce sont les législatives. Aujourd'hui, il y a eu premier report en début du mois de janvier, deuxième report, ça devait se faire le vendredi. Voilà. Politiquement, quelle perception vous avez de tous ces reports au niveau de la CENI pour les législatives? D'accord, merci beaucoup. Je sais déjà que la CENI a eu à brûler beaucoup de temps dans la publication des tendances, des résultats partiels au niveau de la présidentielle. Ça a pris beaucoup de temps à la CENI aussi, qui était beaucoup plus fixée sur les 26 candidats présents de la République. Et il fallait naturellement, par rapport aux préoccupations de la CENI, favoriser, techniquement parlant, factuellement parlant, d'abord la publication des résultats au niveau de la présidence. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y avait beaucoup plus de contestations. Et non seulement ça, vous savez que les moyens n'étaient pas assez suffisants. Jusqu'au 17 au 20 décembre, la CENI était encore à 800 millions de dollars américains, donc il fallait plus d'1 milliard de dollars. Et il y avait un problème d'Antonov, un problème jusqu'à ce que c'est fait spiralement, c'est qu'au soir vraiment du processus qu'on a eu supposément à réunir les quelques moyens. Moi je fus candidat, on a vu comment est-ce que d'abord des élections qui devraient avoir lieu le 20 que le 20, mais dans certaines circonscriptions on est allé jusqu'au 25-26. Ce qui signifie naturellement que ce retard qui se perdait à la lote, c'est la loi de la nature, il devait se récupérer à la catote. C'est qu'il était difficile pour la CENI de respecter les actes calendaires vu que les élections en soi ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Et aussi, il y avait un problème lié à l'influence du matériel qui circulait bureau après bureau, c'est qu'il n'était pas aussi prévu naturellement. C'est que ça ne devait qu'avoir une certaine incidence sur le temps par rapport aux actions calendaires que la CENI avait déjà prévues. Alors, il fallait respecter un tout petit peu la date du 31 parce que ça faisait tout feu, tout flamme. Vous avez vu la posture effervescente de l'opposition et il fallait naturellement, par les truchements des tendances des résultats partiels, arriver au 31 déjà à dire c'était qui le président de la République pour arriver un peu à assouvir les soifs et les attentes farouches des différentes tendances politiques. Alors, il fallait que le 3 janvier déjà, que l'on puisse publier les résultats des élections législatives et au niveau national, au niveau provincial, et au mois de février, arriver avec la municipalité. Mais parce qu'on a pris beaucoup de temps, comme je l'ai expliqué avant, il était pratiquement impossible de respecter la date du 3. Parce qu'on a pris beaucoup de temps, tout acte lié au dépôt de candidature pour le gouvernorat des provinces et aussi pour les élections sénatoriales, ça commençait à poser déjà problème. Parce que ce qui se perd à la nôtre, c'est récupéré à la cathode. Ça, c'est la lecture la plus scientifique et la plus impartiale qui soit. Alors, on va entrer dans une lecture politique. La lecture politique, c'est que, alors il y a des tractations, il faut se fomenter une nouvelle majorité. Le président de la République ne voudrait pas retomber dans la bouillabaisse de la fomentation de l'Union sacrée, rappelé dernièrement. Alors, ça a coûté de l'argent à la République. Il y avait des audios qui circulaient selon lesquels c'est pas les saints que
nous vous offrons, c'est des bons cœurs de la part de l'ancien président de la République. Alors qui voudrait, pendant président de la République, retomber dans une jurisprudence outrancière, celle de faciliter de la transhumance des députés par la nomination d'un informateur qui vont passer de l'opposition à la majorité et vice-versa. Alors, ce temps que ça nous prend, politiquement parlant, on rentrerait dans des suppositions. Certainement, c'est un procès en sorcellerie, selon lesquels, alors, il y a des noms qui seraient en train de circuler à gauche et à droite. Il y a des petits ajustements qui seraient en train de se faire. L'UDPS est au pouvoir. L'UDPS voudrait avoir beaucoup plus de voix. Il y a l'ULC, il y a la FDC, il y a X, il y a Y. Il y aurait même, selon certaines indiscrétions, supposément le professeur André Bata, qui aurait dit qu'il faudrait faire attention avec la FDC, je parle au conditionnel, c'est qu'il faudrait que ça prenne beaucoup plus de temps. Cette lecture n'est purement que politique parce qu'elle n'a pas des preuves patente, vous voyez. Mais politiquement parlant, elle a son piédestal parce que la politique, excusez-moi de le dire, nous sommes dans politique à la carte, mais la politique c'est aussi de dessous des cartes. C'est que de ce point de vue, ça trouve un tout petit peu son sens. Mais je pense que la posture de Nouvel Élan, la posture de Nouvel Élan est telle que les élections ont été teintées de beaucoup d'irrégularités. Mais malgré les irrégularités, en républicain, en démocrate, nous avons accepté d'aller vers, mais ces irrégularités pourraient avoir des répercussions sur la volonté du souverain primaire. Parce que s'il y a eu des contestations franches représentées par l'opposition, mais qu'on sent que ça commence à prendre un peu beaucoup plus de temps pour législative, il est rationnel qu'il y ait des suppositions telles qu'il y aurait des pourparlers. Mais qu'est-ce qui remet en question ce raisonnement purement politicien ? C'est le fait que nous avons vu M. Denis Kadima, parce que nous ne voulons pas parler comme, je ne voudrais pas parler comme mon co-débatteur, à un moment, il parle comme s'il était de la centrale électorale, des innovations, mais je pense que ces dernières devraient être explicitées, exemplarisées viscéralement, par exemple la SONI. Moi je suis de l'opposition républicaine, mon co-débatteur est de l'Union Sacrée, personne ici n'est de la centrale électorale. C'est que si on doit vanter les innovations, ça serait beaucoup plus par rapport à nos camps politiques que par rapport à la centrale. Parce que si on le fait à ce titre, ça prouve qu'il y aurait des accointances entre l'Union Sacrée qui par moment parle comme si elle était de la SONI et la SONI qui supposément par moment parle comme si elle était au pouvoir. Je m'excuse, c'est une parenthèse. C'est que par rapport à la posture de Nouvel Élan, ce qui remet en question cette supposition politicienne, c'est le fait qu'on a vu M. Denis Kadima, nous saluons cela, c'est une première en RDC, aussi je pense en Afrique, malgré qu'il y a de ceux-là qui pensent que c'est beaucoup plus politicien que patriotique ou que professionnel, le fait d'invalider 82 candidats. Excusez-moi de le dire, valeur républicaine démocratique, oui. Et si l'Union Sacrée aujourd'hui, je m'excuse de le dire, n'arrive pas à coudre sa bouche, je me demande ce qu'elle va devoir dire. Parce que sur les 82 candidats, plus de 75 sont de l'Union Sacrée. Il y a des ministres en fonction. Ça ne devrait même pas, par mon co-débatteur de l'Union Sacrée, s'exemplariser. C'est une honte. C'est un outrage contre les valeurs d'exemplarité dont devrait faire preuve une famille politique de pouvoir. Excusez-moi, je vais peser mes mots. C'est que naturellement, quand on a des ministres droits qui se retrouvent dans une fraude électorale, ce n'est pas seulement la honte à ces ministres-là. Quand on en a des sénateurs, quand on en a des représentants, des animateurs d'institutions publiques, quand on a des gouverneurs en fonction qui agissent au nom d'une famille politique, des représentants du chef de l'État en province, quand il va se retrouver dans cette situation, l'Union Sacrée devrait être dans la honte et devrait, à mon sens, choisir le silence. C'est ce qui encense l'impartialité de la centrale électorale. Nous saluons cela. Mais je demande au président de la République, parce que naturellement, il concourt aussi aux valeurs républicaines, de mettre fin, y compris à l'appellation Union Sacrée. Parce que les représentants de l'Union Sacrée viennent de jeter de la honte sur la famille Union Sacrée. J'espère bien que quand on va devoir être au courant de la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée ou au niveau des institutions étatiques, il faudrait que l'appellation puisse changer. Parce que l'image de l'Union Sacrée vient d'être ternie. Et imaginez-vous que la SONI porte en elle des preuves à l'appui. Ce qui signifie que ceux-là qui représentent les présidents de la République ont eu à s'adonner à des pratiques malsaines. Très bien. Donc, de ce point de vue, je voudrais, excusez-moi de le dire, parce que je réponds à votre question, parce que vous avez posé le débat, je voudrais réagir à ce que mon co-débatteur a eu à dire, malgré qu'il y a un petit temps passé, quand il a parlé de mon candidat qui s'est retrouvé dans la mouka et qui n'avait pas, je m'excuse de le dire, qui n'avait pas été inquiété par cet infant politicien. C'est que l'exemplarisation que vous avez donnée, moi je pensais que vous faisiez allusion à l'autre camp, mais pour ceux qui étaient d'Adolphe Muzito, ça n'a pas été le cas. Nous savons comment est-ce que politiquement parlant, nous sommes délicats, intelligents et beaucoup plus prévisibles. Et quand vous avez salué en parlant de valeurs démocratiques, c'est vrai, n'oubliez pas que nous venons la première alternance a eu lieu en 2018.
c'est que c'est la première fois que nous organisons les élections après l'alternance pacifique du pouvoir. Et cette alternance, je m'excuse de le dire, doit sa gloriole au sénateur à vie, Joseph Kabila. C'est que je voudrais bien, dans ce débat, que nous soyons scientifiquement politiciens qu'émotionnellement politiciens. Très bien, très bien. Je reviens à vous, Jean Kaloumé. Je vous pose cette question pour vous permettre de réagir à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui va en longueur avec la publication des législatives, est-ce qu'il y a à craindre qu'on ait des députés finalement pas votés, mais nommés? J'aimerais d'abord revenir à ce que mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure là. Je demande d'être à l'aise, d'être assis, qu'il soit un peu posé dans son âme et dans son corps. Pourquoi? C'est la ferveur patriotique. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, vous tranquilliser. Nous sommes appelés à donner de bonnes informations à la population qui est en train de nous regarder en ce moment. Quand vous dites que c'est une honte à l'union sacrée, pourquoi? Parce qu'il y a deux gens de l'union sacrée qui sont cités par la Commission électorale nationale indépendante dans cette faute. Moi, je vous dis que vous devez avoir votre épée, et même chez vous là, même dans votre camp politique. Pourquoi? Parce que vous avez, je vous réponds, soyez posés. Vous avez été mal habitué car un ministre en fonction, car un député en fonction commet un crime et que le gouvernement qui le gère lui cache. Mais cette fois-ci avec Félix, ce n'est pas le cas. C'est une honte. Cette fois-ci avec Félix, ce n'est pas le cas. Écoutez-moi, soyez posés dans votre âme et dans votre conscience. Je suis très logique. Vous avez été mal habitué quand vous avez vu dans le gouvernement, le premier mandat de Félix, il y a eu des ministres en fonction. Je peux aller loin. Il y a eu de différentes personnalités de valeur incomparables au sein du gouvernement qui ont été arrêtées et relâchées au niveau de la justice. Non, écoutez-moi, et nommées par la suite parce qu'ils ont compris que non, ils avaient toujours des valeurs incontestables qu'ils devraient donner à la population congolaise. Là, il faut les noter. Donc, vous avez été mal habitué de faire beaucoup de gaffes parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes élu, parce que vous êtes mandataire. Non, je m'adresse à vous. C'est l'union sacrée qui vient de capitaliser ça. C'est l'union sacrée qui vient de vous dire que vous avez été mal habitué, mais avec Félix, c'est mon ministre. Je m'adresse à vous. Je n'est pas dire que Félix est dans son corps et dans son âme. Ce n'est pas dire que parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes député, si vous tuez un citoyen congolais et que vous serez couvert par Félix Tshisekedi, par la justice congolaise, nous vous disons NON. Avec Félix, on va poursuivre qui que tu sois. Si tu as commis des gaffes, on va te poursuivre. Donc, vous avez été mal habitué, les gouvernements passés vous ont mal habitué. Quand vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la population congolaise, il faut vous couvrir. Mais cette fois-ci, il faut faire sortir dans vos corps et dans vos chairs et dans vos intelligences que Félix, c'est quelqu'un qui va attraper quelqu'un, qui qu'il soit. Là, je m'en vais. Je répondais à vous. Je pars en disant ceci que l'explicité de la proclamation, il faut noter que nous sommes un pays démocrate. Il a parlé ici que la commission électorale, il fallait qu'il y ait un cadre de la commission électorale ici pour nous expliquer des innovations. Nous sommes des parties prenantes. Lui là, il est acteur politique. Moi ici, je suis acteur politique. Nous sommes des parties prenantes au processus électoral où tout ce que la CENI est en train de faire, nous sommes appelés à être côte à côte avec la CENI et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Là où ça va, nous sommes appelés à applaudir et à renforcer les capacités au sein de la commission électorale nationale indépendante d'affermir et de donner encore beaucoup de chances sur le processus. Mais si on voit qu'ici ça ne va pas, nous serons toujours rappelés. Pourquoi? Parce que nous sommes des parties prenantes au processus électoral. Nous avons la capacité de dire à la CENI et nous avons aussi des observations que nous devons donner après le processus que non, la CENI cette fois-ci, regardez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire. Et la CENI mettra en œuvre un exercice comme un organe technique de mettre en pratique tout ce qui revient, tout ce qui ressort des parties prenantes au processus électoral. Donc il faut les noter. Vous ne répondez pas à la question. Non, je revenais à vous. Oui. Quand vous dites que les résultats traînent, pourquoi?
Ici, politiquement, il faut noter qu'il y a eu des invalidations. Quand il y a des invalidations, il faut laisser la primaire à la CENI de revoir, donc de donner les meilleurs résultats. Si nous pressons la CENI au jour d'aujourd'hui, la CENI peut remarquer à un moment, lui il nous a parlé, notre co-débatteur, qu'il était candidat. S'il était candidat, peut-être nous avons un moment de contentieux électoral après la publication provisoire de la Commission électorale nationale indépendante. Au moment où on va revoir que non, le monsieur ici avait fraudé par exemple, et que la CENI n'a pas tiré attention, c'est à eux de nous dire, mais laissons la primaire à la CENI de nous donner le meilleur résultat qui va refléter aux attentes de la population congolaise. Traîner ou ne pas traîner, quelle que soit la durée de la journée, quelle que soit la longueur de la journée, la CENI finira toujours à nous proclamer provisoirement les élus au niveau national et au niveau provincial. Est-ce qu'il n'y a pas des tractations, comme il l'a dit un peu Quelle tractation? Quelle tractation? Pour se faire une majorité et ne pas revenir. Pour se faire quelle majorité? Comment? Il faut dire, hein, il faut donner quand même des idées qui sont convaincantes à la population qui est en train de nous regarder. Vous êtes sans ignorer que nous, à l'Union sacrée, nous avons mis un cercle, donc nous avons créé un cercle d'enclavage où nous avons encerclé les adversaires politiques. Combien de candidats au niveau présidentiel qui se sont même, qui ont déambulé même dans 10 provinces, dans 14 provinces de la RDC. Dites-moi, qui est ce candidat-là qui a circulé dans 10 provinces, à part le numéro 3 que j'ai vu quelque part. Mais à part lui, dites-moi, qui est ce candidat-là qui avait les intérêts? Oh, comme preuve, vous avez vu un candidat au niveau présidentiel qui est élu avec 4015 voix. 4015 voix qui ne reflètent pas même le résultat, donc les suffrages valablement exprimés d'une circonscription. Là, on est au niveau de législatif. Non, même au niveau législatif, je vais y arriver. Vous allez comprendre que c'était difficile aux candidats d'être et de s'épanouir. Donc il y a eu un système de les encercler. Dans la ville de Lubumbashi, par exemple, vous allez comprendre que les candidats ont eu du mal, les candidats de l'opposition, d'où il est question, ont eu du mal de circuler toute la ville de Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été préparés. Quand on parle au jour d'aujourd'hui que non, il faut attendre que la CENI nous publie ces résultats provisoirement, il faut laisser la primaire à la CENI. Pourquoi? C'est à la CENI que ressort cette primaire de nous publier les résultats provisoirement. Dire que non, c'est pour les attentes purement politiques. Vous êtes en train de vous fabriquer une majorité et pas nous fabriquer. J'ai dit ceci. Oui. Nous sommes des parties prenantes au processus électoral. Que ce soit du camp de l'opposition, que ce soit du camp de la majorité. Nous sommes que des parties prenantes au processus électoral. La CENI qui est là ne vient pas seulement d'une partie de la majorité ou bien d'une partie de l'opposition. La CENI vient de toutes les trois tendances. Donc, que ce soit les tendances pour dire que s'il y aurait influence, peut-être que ce n'est pas seulement influence. Donc, et l'opposition, elle est incluse en ça. Parce qu'il y a aussi des membres de la plénière qui viennent de l'opposition. C'est à l'opposition, c'est à la majorité, c'est à la société civile de nous dire pourquoi il y a encore report, pourquoi ça traîne pour publier les résultats provisoirement. Mais à ce moment, ils sont aussi représentés. À ce moment, ils doivent comprendre que de l'opposition et nous de la majorité, nous devons laisser la primaire à la CENI. C'est la seule institution qui est habilitée à nous proclamer les résultats provisoirement. Très bien, on va évoluer. Vous aurez la latitude de revenir sur l'autre aspect. Oui. Et j'aimerais qu'on avance. On aborde le deuxième sujet qui est les 5 ans, le quinquennat à venir qui commence déjà. Le 20 décembre, le chef de l'État va prêter serment au stade de martyr. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que finalement on cesse de rester au niveau politicien avec des intérêts que le Congolais lambda ne maîtrise même pas? Comment il faut faire pour que ce bas peuple se retrouve avec de la nourriture suffisamment sur sa table? Comment ce chef de famille doit payer les études, la scolarité, la santé de sa famille? Ce sont là les sujets qui intéressent la population, celle qui est partie voter le 20 décembre dernier. Alors, je commence avec vous par rapport à ce sujet. Jérémy Have, qu'est-ce qu'il faudrait finalement faire pour que la situation change, en fait, qu'on soit
voilà, qu'on évolue, que la RDC prenne de l'envol. D'accord. C'est une question très délicate, mais souffrez parce qu'il y a des interprétants qui le suivent. Une petite précision, je pense que ça faisait partie de mes revendications. La plénière de la CENI et son bureau, je m'excuse de le dire, non pas des représentants de l'opposition qui ont des mandats de leur parti politique. Même souffrez, je reprends. Non, pas souffrez. Je ne dois pas laisser passer ce qui ne va pas. Je vous ai laissé répondre. Non, je vous ai laissé répondre. Je ne dois pas laisser. La plénière et le bureau de la centrale électorale vient d'où? Excusez-moi. Mais AG Matin vient d'où? Celui qui pose des questions, c'est le journaliste, c'est pas vous, premièrement. Deuxièmement, celui qui répond avant d'écouter la question, je m'excuse de le dire, fait preuve de contresens. Je ne voudrais pas vous obliger à en faire partie. Il fallait que je finisse ma phrase. Aucun opposant, ni de la plénière, ni du bureau, n'a son mandat de son parti politique, ni de son regroupement politique. Tout cela que vous allez me citer, présentez-moi sur ce plateau le mandat de son parti politique de l'opposition qui lui reconnaît le fait d'appartenir soit dans la plénière ou dans le bureau de la CENI. Il fallait m'écouter, finir pour répondre. Alors je disais, je reviens à ce qui est essentiel. Cette question est délicate. Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors d'éviter des actions, je m'excuse de dire, superfétatoires ou des discours émotionnels? Cette question, elle est scientifique. Il nous faut naturellement un plan Marshall. C'est que des gros financements qui vont permettre au gouvernement d'avoir beaucoup plus de moyens par les truchements d'un contrôle parlementaire conséquent pour que le citoyen lambda, nous sommes 100 millions, puisse avoir dans sa casserole ce qu'il faut naturellement afin de nouer les deux bouts du mois par rapport à la situation premièrement alimentaire, sanitaire et sécuritaire. Aussi longtemps que nous avons un budget, ça s'est chanté par ici de 16 milliards supposément, alors que nous n'en avons que 10 milliards que nous mobilisons au niveau interne. Les 6 milliards, c'est par les truchements des institutions de Bretton Woods et les différentes grandes puissances de la communauté internationale, c'est que leur factualisation est d'un grand appauprisme, c'est que ça peut ou ne pas être financé les 6 milliards, c'est que nous mobilisons 10 milliards dont 65% sont alloués au fonctionnement des institutions de la République, ça fait 6,5 milliards de dollars américains, alors que naturellement, il ne nous reste factuellement que 3,5 milliards américains qui sont alloués aux besoins de la population, une population qui s'élève au-delà de 100 millions d'habitants. Alors que dans le critérium de pays sous-développés, un habitant l'an a comme revenu, 1000 dollars, nous, si nous prenons les 3,5 milliards de dollars américains, parce que 65 sont déjà dans les institutions, nous sommes à 0,00335 dollars l'an par habitant. C'est que nous ne sommes même pas dans le critérium des pays sous-développés. Nous sommes sous-développés. Nous n'avons que 5 ans. Premièrement, pour arriver à satisfaire, je parle scientifiquement parlant, je ne suis pas dans les émotions politiciennes, je suis fédéral de Nouvelle-Zélande, mais il faut côtoyer la science. Pour qu'un Congolais citoyen lambda arrive dans les 5 ans à nouer les deux bouts du mois, cela est pratiquement, factuellement, scientifiquement, politiquement impossible. Alors, on apporte des solutions, Oui. Les solutions ne pourraient être apportées que dans le 10 ans plus tard. C'est que dans les 5 ans plus tard, c'est pratiquement impossible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut commencer par créer des unités de production. Parce que nous avons près de 57 millions de Congolais comme population active, dont 34 millions sont au chômage. Et le peu de Congolais, près de 14 millions, qui sont d'ailleurs dans les petites entreprises, je m'excuse de le dire, avec un revenu annuel très dégradant, sont à la merci du reste de la population qui est au chômage. C'est que si nous arrivons à créer des unités de production, c'est vrai, nous sommes dans un système économique mixte, c'est que nous sommes capitalistes et communautaristes au même moment, mais notre côté capitaliste est pris en otage par les investisseurs étrangers, parce que les nationaux que nous avons, qui sont en train d'investir par rapport à si nous voulons calculer notre PIB ou notre PNB, sont plus que minoritaires. Ils versent même dans l'effacement. Alors que les investisseurs étrangers sont beaucoup plus en train de favoriser la main-d'œuvre étrangère. Très bien. C'est que l'État, et je vais finir par là, oui, parce que c'était une question grave, excusez-moi de le dire, c'est que l'État doit naturellement créer des unités de production pour protéger les plus faibles et embaucher les plus faibles. Alors quand l'État embauche les plus faibles et protège la main-d'œuvre locale, ça fera en sorte que dans les 57 millions de la population active, dans les 34 qui sont au chômage, que nous puissions, je m'excuse de le dire, peut-être dans 5 ans, en embaucher peut-être... Si on dit 1 million, c'est une prouesse. Si nous y arrivons, nous allons devoir renchérir le pouvoir d'achat du Congolais. Quand on renchérit le pouvoir d'achat du Congolais, ça va faire en sorte que, par rapport à la dépréciation monétaire, que nous puissions donner beaucoup plus de valeur au franc congolais. Ça va impacter le dollar américain par rapport au franc congolais. Et si nous arrivons à cela, 100 dollars
équivalent 100 000 francs, le citoyen lambda, factuellement, parce que tout le monde n'est plus de la monnaie, factuellement va commencer à se retrouver. Très bien. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent qu'on devrait même, vous avez parlé de 10 ans où les écrits absolument se font. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent qu'on devrait même élargir les mandats présidentiels à 7 ans pour que la personne qui soit à la tête du pays puisse avoir suffisamment de temps? Si nous sommes dans la réflexion de la personnalisation des institutions, on va aller à 7-9 ans. Le professeur Ndaïwel l'a proposé également. Mais si nous sommes dans le fait de cerner que les institutions ne doivent pas être personnifiées, on pourrait même aller à 4 ans, excusez-moi. Le président de la République a parlé de la conservation des acquis. Cette conservation n'est pas liée à un individu qui devait être là, qui devrait être là. L'émission politique à la carte, je m'excuse de le dire, doit être animée par qui que ce soit. C'est pas que M. Narcisse. Aussi longtemps qu'on pense que M. Narcisse, c'est politique à la carte, on personnifie l'émission comme nous personnifions les institutions. C'est que réfléchir que nous devons donner à quelqu'un 7 ans revient à personnifier les institutions. Très bien. Jean Kalomé, aujourd'hui, vous avez la latitude de revenir sur tout ce qu'il a dit avant, mais je vous dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que finalement, pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi, le Congolais, voilà, voit que sa vie réellement a changé chez lui à la maison? Merci beaucoup, M. Narcisse. D'emblée, j'aimerais revenir à ce que mon co-débatteur a dit ici. Oui, allez-y. Vous allez comprendre que nous avons les 11 membres de la plénière où il m'a demandé ici, il nous a tous demandé de présenter des mandats d'où le parti opposant... Vous n'en avez pas. Non, je n'ai pas oublié. Où le parti opposant donne pouvoir aux représentants qui sont à la CENI. Moi, je vais lui dire ici que non, non. Même au moment où il demande les mandats des opposants qui sont là-bas, je peux même retourner la même question qui nous donne le mandat de ceux qui... Ce n'est pas vous qui posez la question, c'est M. Narcisse. Non, non, vous avez posé la question, vous êtes adressé à moi. J'ai posé la question à M. Narcisse. Merci, vous vous êtes adressé à moi. Alors, sur le même plateau, vous pouvez lui demander qu'il nous donne le mandat qu'il donne à Kadima, où la communauté kimbanguiste lui donne le pouvoir. Ça veut dire que... Non, c'est votre procédure. Vous faites l'amalgame. C'est moi qui parle. Mais vous posez la confusion sur la table. On a plus de temps, on a plus de temps. On les laisse parler. Denis Kadima n'est pas issu d'un parti politique. On vous a laissé le temps de débat. Mais je l'ai pris de lever le débat. Excusez-moi. Laissez-les argumenter. Denis Kadima n'est pas un acteur politique. Je vous ai laissé la parole. Je vous ai laissé la parole. Allez-y. Je vous ai laissé la parole et c'est moi qui parle. Allez-y. Denis Kadima vient de la société civile, mais à l'entremage à partir de la communauté kimbanguiste. Là, vous n'allez pas me faire sortir de cette hypothèse. Donc vous allez comprendre que on va faire entrer seulement de se déambuler en parlant que non, il n'y a pas de mandat de représentants qui sont à la CENI. C'est scientifique. Ils n'ont pas de mandat. Je vous dis ceci, il y a l'opposition qui est représentée, il y a la majorité qui est représentée, il y a la société civile qui est représentée. Allez-y. Qu'est-ce que nous devons faire pour les 5 ans qui viennent où nous sommes installés? Il faut comprendre que nous sommes dans un pays où il y a eu une frange des acteurs politiques n'ont pas compris le pouvoir en place. On a introduit en première position le problème des 100 premiers jours du chef de l'État, où on nous a parlé de la gratuité de l'enseignement. Ça sonnait mal dans les chefs de corps des acteurs politiques, et surtout de l'opposition, de notre côté, de notre ami en face ici. Ça sonnait mal. Monsieur Narcisse partez sur toute l'étendue de la RDC, au village fort, dans des milieux ruraux. Vous allez comprendre que la gratuité de l'enseignement a aidé beaucoup de nos mamans qui ne savaient pas faire éduquer leurs enfants, qui ne savaient pas éduquer leurs filles. Ça, c'est déjà un acquis. Pas déjà. Pas déjà. Je vais rapidement, parce que vous allez comprendre, vous partez même à Kinshasa, il y a l'école Boboto, où il n'y avait que des enfants de ministres qui partaient étudier là-bas. Mais vous voyez l'enfant d'un parent de 3e classe, mais qui envoie ses enfants là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette gratuité de l'enseignement. Très bien, à part la gratuité. À part la gratuité de l'enseignement, nous allons dans les domaines sanitaires, dans les domaines de santé. Le président de la République, avant que nous allions aux élections, il nous a monté la maternité gratuite. Cette maternité, la première des choses, il faut comprendre que s'il n'y a pas le social de la population, le pays va mal. Et s'il n'y a pas la paix, le pays va mal, il n'y aura pas de développement. Vous devez savoir que nous avons une partie
partie de notre pays qui est en train de souffrir à ce moment. Est-ce que cette partie, sans paix, il y aura développement? Et cette partie ressort de 26 provinces de la RDC et n'est pas une partie à écarter de 26 provinces. Merci. Donc la première des choses, il faut d'abord lutter pour que nous soyons ensemble et que nous récupérions d'abord quelques villages qui sont récupérés, qui sont dans deux mains des infiltrés, dans deux mains des inciviques, qu'on les récupère pour retrouver maintenant le développement en entièreté. Ça, c'est la première leçon. Malheureusement, on n'a plus de temps. Nous avons encore le temps. Je vous accorde votre dernier mot, très rapidement. On n'a plus de temps. Hein. Je pense qu'il nous faut aussi un bon raisonnement pour qu'on ait le développement. Rapidement. Il nous faut, c'est ma chute, oui. Il nous faut de la scientificité, surtout quand il s'agit des questions de la République. Il nous faut de la science, une certaine intelligibilité pour développer la République, au lieu de verser dans de l'émotion politicienne. Voilà ma conclusion. Merci. Votre conclusion. Merci, M. Narcisse. J'aimerais dire coup de chapeau à toute la population qui ont choisi Félix Tshisekedi comme président de la République. Et surtout, nous demandons à la population d'accorder et d'apporter toute l'énergie que le président de la République va apporter. Comme preuve, vous allez voir plus de 60% de la jeunesse qui va remplir les différentes assemblées, que ce soit au niveau national, que ce soit provincial. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs de Malaika. Voilà, on n'a plus de temps, on est obligé d'arrêter là-bas. Merci à vous de nous avoir suivis. Le plaisir était pour moi de recevoir Jérémy Yav de Nouvel-Élan. Merci beaucoup. Merci à mon co-débatteur également. Merci à vous. Et en face de vous, Jean Kaloumé, au cadre de l'UNC de Vital Kamere. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci beaucoup. Et merci à M. Narcisse. Et surtout, coup de chapeau à Vital Jérémy. Merci à M. Jérémy Yav. Et surtout, coup de chapeau à l'honorable Vital Kamere. Très bien. Ça n'est fini. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine dans un autre numéro de Politique à la carte. Au revoir. Merci.